Bonjour, Monsieur Assit Ndinga. Moi, je m'appelle Kenneth Toa Nsa et mon nom de plume, c'est Nsa Mala. Je suis doctorant en littérature comparée à l'Université de Aarhus, au Danemark, et je rédige une thèse de doctorat en littérature comparée portant sur la littérature environnementale dans le bassin du Congo. Et euh, vous êtes l'un des écrivains du Congo-Brazzaville, c'est-à-dire la République du Congo et le Cameroun, dont j'analyse dans ma thèse et cette interview intervient donc dans le cadre de ma thèse. Et les autres écrivains que je peux citer aussi dans mon projet sont, par exemple, votre compatriote Henri Njombo, qui est ministre et écrivain. Et il y a aussi au Cameroun Ekpe Enyang, mais il y en a aussi d'autres écrivains. Donc, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Bonjour, Kamala, bonjour. Et vous dites que je suis écrivain. Est-ce parce que j'écris quelques livres? Bon, c'est vous qui le dites, vous êtes libre. Moi, je ne me définis pas comme écrivain, comme tel. Oui. Je pense à des problèmes et quand je pense, je réfléchis et je mets sur papier un certain nombre d'idées avec l'intention de les partager. Bon, c'est vous qui dites que je suis écrivain. Merci beaucoup. Merci, ça c'est clair. J'aime votre démarche. C'est vrai, c'est souvent le travail du critique littéraire, des chercheurs littéraires de dire qui est écrivain. Et pour moi, vous êtes bien sûr écrivain parce que vous écrivez pas seulement des romans, vous en comptez déjà 2 romans, mais vous écrivez aussi des essais et beaucoup plus d'autres livres. Donc, merci encore d'accepter cette invitation et on va donc commencer l'interview. La première question, j'aimerais qu'on commence par votre parcours académique. Vous avez étudié pendant 2 ans, je crois, à l'école forestière de Leningrad, avant d'être transféré à l'Université de Saint-Pétersbourg, où vous avez obtenu en 1979 un master et plus tard, en 1982, un doctorat PhD en biologie. Où et quand avez-vous obtenu votre licence et dans quel domaine académique? Pouvez-vous nous rendre plus? Oui, OK, allez-y. Bien, disons que d'abord, avant d'aller en Russie, j'ai étudié au Congo. Ouais. D'abord au lycée de Makwa et puis ensuite au lycée Savagnan de Brazzaville, où j'ai eu mon baccalauréat dans la série Sciences naturelles. Donc, j'avais opté pour cette série, même si mes enseignants, ceux qui m'ont connu, ceux qui m'ont enseigné, ils étaient nombreux. Ils voulaient que je fasse mathématiques. Parce qu'effectivement, j'étais très très bien en mathématiques, hein, pas en littérature, mais c'est très bien. Et j'ai fait donc mon baccalauréat dans la série Sciences naturelles. Et puis par la suite, j'avais plusieurs choix. Parce que mon bac, je l'ai reçu du coup. Et puis ensuite, où je faisais médecine, où je devais aller faire académie militaire, mais j'ai choisi de faire eau et forêt en Russie. Bon, pourquoi? Le choix est déterminé par plusieurs facteurs, ce choix-là, précisément. D'abord parce que mon père a été dans le secteur des forêts. Il a travaillé dans ce secteur. Il a été pendant un certain temps exploitant forestier et je pensais qu'il fallait être sur ses pas. Mais arrivé en Russie, mes études en Russie d'ailleurs, vous parlez de Jumbo, c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. En Russie, c'était mon douanier, il terminait quand j'arrivais en première année en Russie. Donc, j'ai passé 2 années et j'ai constaté que bon, les études étaient trop faciles pour moi, de mon point de vue, qu'il fallait aller ailleurs. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire biologie. Et comme vous l'avez dit, hein, après le master, bon, j'ai eu un master et puis ensuite le doctorat.
soutenue en Russie. Ah, ok. Avant de continuer, je ne sais pas si vous pouvez faire, parce que je ne vois pratiquement seulement votre tête. Est-ce que vous pouvez faire en sorte d'être beaucoup plus visible ou ça vous va comme ça? Oui, mais un peu comme ça, parce que je ne suis pas à l'aise avec ce masque-là. OK, allez-y. OK. Bon, merci. Là, maintenant, c'est l'école en Russie où vous avez commencé les études en forestier, ça s'appelait comment? J'ai fait sylviculture. Et Sylviculture, c'est-à-dire que comment planter les arbres, etc., les forêts. OK. Et gérer également les forêts. Et c'était à l'école forestière de Leningrad? Oui, à l'académie forestière. OK, Académie forestière de Leningrad. OK, merci. OK, on va continuer. Et après vos études en biologie, vous avez été enseignant à l'université Marien Ngouambi et vous avez également travaillé comme expert au ministère des Eaux et Forêts de votre Congo-Brazzaville natal. Vous avez servi en tant que conservatiste et consultant, où vous avez même collaboré avec beaucoup de ONG, d'organisations non gouvernementales internationales, notamment la coopération technique allemande GTZ, WWF, ACT, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et présentement, vous êtes coordonnateur de programme pour Wetlands International à Dakar, au Sénégal. Vous avez écrit des essais, je cite deux, comme Conservation forestière en Afrique centrale et politique internationale, le processus de Brazzaville en échec, c'est publié en 2001, Gestion des forêts d'Afrique centrale avec ou sans les concernés, publié en 2005, et puis un roman, Les marchands du développement durable, publié en 2006, qui traite, tous ces livres traitent de la conservation de la nature et du développement durable. Imaginons donc que vous n'avez jamais eu votre formation en biologie et votre expérience dans ce domaine de la conservation forestière. Auriez-vous pu écrire de tels livres et sur la thématique de la conservation de la biodiversité? Bon, je reprendrai non. Okay. C'est clair, parce qu'il a fallu une base Okay. pour arriver à écrire ce livre-là. Mais cela dit, je voudrais rectifier un certain nombre de choses. Okay. La GTZ n'est pas une ONG. Okay. Comme vous l'avez dit, c'est la coopération technique allemande. Allemande, oui. Oui, mais je n'ai pas travaillé pour la GTZ, même si on a reçu des financements de la GTZ. Okay. J'ai plutôt travaillé pour Oxfam America en tant qu'organisation non gouvernementale. Okay. J'ai travaillé pour UICN, comme vous l'avez dit, okay. et pour Wetland International. Okay. Bien. Mais cela étant dit, pour revenir à votre question, je dirais ceci, que écrire sur la conservation n'a pas été déterminé quelque part. Oui. Et c'est parce que tout simplement, on a été confronté à un certain nombre de problèmes dans nos activités, dans les activités courantes, oui. Que nous avons pensé qu'il fallait écrire. Oui. Et faire passer un message. C'est la raison pour laquelle je me suis mis à l'écriture. Voilà. Okay. Mais sans cette base-là, je n'aurais pas écrit, c'est assez clair. OK. Merci. Vous n'avez pas étudié la littérature à l'école, donc, et vous êtes tombé amoureux de la littérature au point d'écrire des romans. Donc, je comprends si ce n'était que, par exemple, vos essais comme la conservation forestière en Afrique centrale, la gestion des forêts d'Afrique centrale, on aura facilement compris que cela relève de votre domaine de compétences et professionnelles. Mais vous avez commencé aussi à écrire des romans. En dehors de ce roman qui est environnemental, Les marchands du développement durable, vous avez aussi écrit un autre roman qui s'intitule Les scorpions du Congo. Donc, je me demande, qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a attiré vers la littérature en premier lieu, et c'était quel livre littéraire que vous avez d'abord écrit en premier lieu? Et pouvez-vous nous en dire plus sur quel rapport ou quelle différence y a-t-il entre les essais scientifiques tels que tu as cités et ces romans S'il te plaît. Ouais. Allez-y.
En ce qui concerne, Allez-y. oui, en ce qui concerne le développement durable, dites-nous, que pensez-vous? Quelle est la différence que les essais scientifiques, les monographies scientifiques et les romans peuvent apporter? Pourquoi pas continuer seulement avec les monographies scientifiques, mais choisir aussi de la littérature, de la fiction? Bien. D'abord, il y a une chose fondamentale de mon point de vue, Oui, c'est que au-delà de ce que vous venez de citer ou de dire, je commencerai par ceci, que la nature est une donnée, oui, elle est belle. Pour l'apprécier, on n'a pas besoin d'une formation particulière. La littérature, pour moi, est associée à des œuvres qui sont liées aussi quelque part à ce qui est beau, à l'esthétique. Et on peut aimer, ne pas aimer. Mais moi, de ma génération, peut-être pas ma génération, moi, par ma nature, je suis romantique. Donc, je suis venu à la littérature parce que ça coïncidait quelque part avec ma façon d'être et de vivre. Très tôt, j'ai aimé les livres. J'ai passé toutes mes études dans les bibliothèques. Et je me rappelle, même ici, au Congo-Brazzaville, quand j'y étais, j'allais toutes les matinées dans les bibliothèques. Et j'ai passé mes matinées, pas dans les bars, oui, pas dans les autres endroits où les oui. jeunes ont à l'heure actuelle l'habitude d'y aller, mais plutôt dans la bibliothèque. J'ai beaucoup lu dans ma jeunesse. Et le résultat de cela, c'est que je me suis dit que je pouvais aussi écrire. Et j'ai admiré beaucoup d'écrivains. Par OK, exemple, Dostoïevski, un écrivain russe que j'aime beaucoup. OK. Léon Tolstoï, que j'aime beaucoup également. Mais je n'ai pas cité des auteurs africains. Mais OK. je dirais pourquoi, parce que je les ai découverts un peu plus tard. OK. Bien. Donc, il y a d'abord l'amour de la littérature qui m'a amené à faire ce que moi j'ai fait en écrivant des romans. Je voulais aussi m'identifier à eux, à ces écrivains-là, même si ma trajectoire a été différente. Victor Hugo, par exemple, Lamartine, Oui, tous ces auteurs m'ont frappé, de sorte que pour moi, j'ai voulu, à un certain moment, faire comme eux, rêver comme eux. Voilà. OK. Donc, la beauté de ma nature, la nature, c'est pas seulement euh, Oui, les essais à thème qui sont bien, parce qu'on écrit sur des thèmes bien particuliers. Mais j'aime aussi des thèses libres. On OK. peut s'évader, on peut rêver, et ça, j'aime ça. C'est la raison pour laquelle je l'ai fait, et je le fais. OK. OK. Je Euh, suis un rêveur quelque part. ah, OK. Ça, c'est génial. Très intéressant. Euh, donc, et comment pensez-vous que l'écriture des romans et des essais peut, d'une manière ou de l'autre, sauver l'environnement? En d'autres termes, pensez-vous que la littérature, à travers les essais, des romans, des poèmes, parce que les essais relèvent même de ce qu'on appelle la non-fiction, euh, est-ce que ces écrits peuvent, d'une manière ou l'autre, contribuer à sauvegarder le bassin du Congo, les forêts de l'Afrique centrale? Si oui, comment? Ben, disons qu'à une certaine époque, nous étions nombreux à penser que la littérature, les romans, les récits euh, pouvaient contribuer de manière décisive à créer des images, à créer des vocations aussi chez les jeunes, parce que les jeunes lisaient et voulaient aussi s'identifier à ce qu'ils lisent. Mais je dois pondérer un peu, modérer ce point de vue, parce que dans le contexte de l'Afrique, et particulièrement de l'Afrique centrale, Oui, on a constaté que les gens ne lisent pas. effectivement. Voilà, les gens ne lisent pas beaucoup. Donc, peut-être que la musique peut être un canal qui pourrait peut-être suppléer à notre rêve au niveau de, quand nous parlons de la littérature. Nous avions aussi contribué
un roman sur les parcs pour la vie. OK. Il fallait écrire cela, romancer les écrits thématiques, donc les essais que nous avions l'habitude d'écrire, mais les présenter sous forme de roman. Je pense que ça a beaucoup frappé l'imaginaire des personnes qui sont au nord qu'au sud. Okay. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup plus de retours des personnes du nord que de retours des personnes du nord. D'ailleurs, les gens du sud ne lisent pas. Oui. Voilà, pas d'une manière générale, hein, je dirais dans les pays du bassin du Congo. Ouais. Les gens ne lisent pas beaucoup. Ils écoutent beaucoup plus la musique. Peut-être à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux, bon, il y a un bavardage, il y a un bruit de fond qui est là, mais qu'ils aiment, certainement. Mais au niveau de la littérature, ça passe beaucoup moins. Okay. Bon, peut-être aussi, au sein de la littérature, essayer de voir un peu les bandes dessinées. Est-ce que ça intéresse beaucoup plus que, par exemple, les romans qui sont quelque part difficiles d'accès, intellectuellement parlant? Parce qu'aujourd'hui, pourquoi les jeunes écrivent mal? Ils écrivent mal parce qu'ils ne lisent pas. Effectivement. Voilà, donc il y a aussi cela. Mais pour revenir à votre question, je dirais que la littérature peut contribuer. Mais elle peut contribuer que si, par exemple, les gens lisent et s'identifient normalement aux protagonistes, à ceux qui sont présentés dans les romans comme des gens, des valeurs, ou aux valeurs qui sont présentées comme positives dans les romans. C'est ça. Voilà. Oui, parce que pour ajouter à cela, oui, je crois qu'il y a aussi le théâtre, si il est mis en scène. C'est un genre littéraire. Ouais, C'est un genre littéraire, il faut l'utiliser. oui, Bien sûr, il y a le théâtre, il y a, oui, bon, au sein du théâtre, il y a des scènes comiques, de la comédie et autres. ouais, Donc le théâtre, oui, ça oui. peut être un véhicule. Et j'apprécie beaucoup votre idée sur la musique. D'ailleurs, avant de l'aborder un peu, oui, je crois que c'est vrai, il y a un problème de lecture en Afrique en général, mais particulièrement dans notre zone, parce que quand on regarde un peu les pays anglophones purement, comme le Nigeria, le Kenya, le Ghana, je crois les taux, Au Nigeria, on lit beaucoup plus. on lit beaucoup plus. Même dans les points, les ronds-points, les croisements de route, on vous vend des livres au Nigeria. Bon, mais dans nos pays, on va vous vendre peut-être des journaux, quelques journaux. On va vous vendre peut-être des petits gadgets ou autres. Mais au Nigeria, ils aiment beaucoup lire. C'est ça. Parce que l'autre jour, j'étais très touché quand j'arrivais à l'aéroport de Lagos. J'ai trouvé qu'il y a des livres, des romans qui sont vendus Ouais, à l'aéroport. exactement. Même dans les rues. Ouais. Un peu partout, on achète. Ouais. Ouais. Mais chez nous, dans notre zone, il n'y en a pas. Et je n'en vois même pas. Ils lisent même pas. Ouais. Ils lisent pas. Ok. Bon, je voulais dire, vous avez écrit un seul roman qui est... Non, 2 romans. Non, je dis un qui est explicitement sur l'environnement. Oui. Oui, Les Scorpions d'une dé porte beaucoup plus sur la guerre civile. Exactement. Oui. Mais vous venez de citer un roman là et cela m'intéresse. Après l'interview, j'aimerais savoir par où je peux l'obtenir. Le roman que vous avez écrit, je crois, vous avez contribué sur le parc. C'était le parc d'où? Les parcs pour la vie. Bon, Ouais. c'est pas moi qui ai édité. Ça, c'est l'UICN. On a fait ça dans le cadre de l'UICN. OK. Mais il y a longtemps, en 92, hein, donc il y a longtemps de cela. Ça veut dire que c'est difficile d'en trouver un exemplaire maintenant, je crois. Mais j'ai un exemplaire parce qu'on me l'avait donné. OK. Voilà, parce que j'avais contribué à cela. Et Okay. c'est le seul exemplaire. Et c'est en anglais, ce qui est bien. Wow, c'est anglais. J'aimerais bien Ouais. avoir Ouais. le livre. OK. Ouais. OK. Donc, et là, la question que j'allais poser, c'était que vous avez écrit au moins 2 romans, un qui est directement sur les questions environnementales de la nature, mais pourquoi la poésie, par exemple, et le théâtre ne vous est pas intéressé? Ah, ben j'ai commencé par la poésie. OK. Oui, déjà en 3e, j'ai écrit un premier poème OK. que j'ai toujours, Le Soleil. Mais c'est un rêve d'enfant. Il faut le dire comme ça. C'est un rêve d'enfant. Et puis ensuite, à l'université, j'ai écrit des poèmes. Ben, écoutez, c'était juste pour... vous savez, quand vous êtes étudiant,
vous pouvez faire partie des cercles d'études. Vous discutez, j'ai fait beaucoup de philosophie, j'ai participé à des concours d'étudiants où, bon, Dieu merci, j'ai reçu quelques prix. Bon, mais ça, c'est tout simplement parce que quand on est jeune, il faut faire quelque chose. Disons, tout le temps, il faut le faire tout le temps. Mais la poésie, pour moi, on rêve quand on est un peu plus jeune. Mais quand on est mûr déjà quelque part, bien, c'est mon point de vue. Hein. On va vers le roman. Ouais. C'est vrai, Pouchkine, moi, il était jeune, quoi qu'il en soit. C'est un grand poète. Oui. OK. Et le théâtre, vous n'aimez pas le genre là, bon, ce n'est pas votre chose? Non, mais j'ai aimé, pourquoi pas. J'aime le théâtre, mais j'aime beaucoup plus les ballets. OK. Au niveau du théâtre. OK. J'ai aimé les ballets. C'est aussi un genre bien particulier. OK. Ouais. OK. Bon, et en ce qui vous concerne spécifiquement, quels sont les avantages, les aspects spécifiques de la fiction, du roman que vous croyez capable d'influencer les lecteurs, d'influencer les gens pour changer de comportement, pour avoir des nouveaux imaginaires envers la nature, envers la forêt, envers les animaux, etc., par rapport aux autres genres littéraires? Oui, d'abord parce que quand vous créez des images et que ces images sont positives, vous contribuez à renforcer les valeurs, les arguments pour la gestion durable des forêts, pour un développement durable de nos pays. Et ça, quand vous le faites et que c'est en écho à d'autres systèmes de pensée, d'autres valeurs, vous avez des gens qui adhèrent à votre idée. Et quand ils adhèrent, c'est solide. Et ainsi, vous pouvez vous unir. Oui. N'oubliez pas que la politique, quelque part, c'est du mensonge. Mais un mensonge organisé. Oui. Il faut savoir rêver. Oui. Il faut aussi amener le public, le peuple, vers ce rêve-là. L'idée de développement, c'est quoi si ce n'est un rêve? Oui. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, créer un monde où, comme le disait à l'époque Marx ou les autres penseurs, oui. Mais c'est un monde rêvé, voulu, souhaité, oui. Où il n'y aurait peut-être pas plus exploitation de l'homme par l'homme, mais c'est un rêve. Oui. C'est un rêve. Quand Jésus parle, vous comprenez? Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. Ça, c'est un rêve. Oui. Vous comprenez? Oui. Même si c'est un message fort. Aimez vos ennemis. Mais ce n'est pas facile à tout un chacun. C'est facile à dire. Oui. Mais aimer un ennemi, un homme qui ne vous aime pas, il faut être Jésus pour le dire. Oui. Vous comprenez? Oui. Mais c'est aussi un rêve. Oui. C'est positif. Oui, c'est une vision. Voilà, c'est une vision. Oui. Une situation souhaitée. Oui. Et si vous pouvez amener les gens à adhérer à cela, c'est tant mieux. Dans ces régions ou un peu partout, on chante Jésus tout le temps. Mais est-ce qu'ils font effectivement ce que Jésus veut? C'est pas à moi à juger. Oui. C'est pas à moi à juger. Mais quand même, il y a des messages qui sont véhiculés, c'est très bien. Mais écoutez, faites au moins le minimum de ce que Jésus ou les valeurs que les auteurs des valeurs que nous véhiculons ont voulu pour nous. Oui. Oui. Voilà. OK. OK. Et là, je vais aborder une question linguistique. Je sais que vous êtes bilingue, vous parlez bien, vous écrivez bien aussi en anglais, mais vos romans sont en français. Et je me demandais si vous ne pensez pas qu'avoir ces romans, ces ouvrages aussi en anglais pourrait, d'une manière ou l'autre, contribuer à ce qu'ils soient disponibles plus largement et avoir un impact global, étant donné que l'anglais est le lingua franca international que tout le monde connaît. Oui, tu as raison.
j'ai partagé et je partage toujours cette idée. J'ai un livre intitulé De l'islam à Jésus-Christ. Okay. Bien. Je me rappelle quand je l'ai amené au Nigeria, Oui. Il y a un collègue qui a voulu le traduire en anglais. Et on a voulu commencer par ça. J'étais d'accord. Malheureusement, ce collègue est décédé, jeune. Voilà, il est décédé il y a quelques mois seulement, il est décédé. Donc, le projet, un projet d'écriture en langue anglaise, ça me tente beaucoup. Okay. Et je pense aussi parce que la langue anglaise est l'une des langues les plus parlées au monde, c'est pas la langue française. Oui. Donc, si vous voulez communiquer avec beaucoup plus de personnes dans le monde, il faut communiquer, je pense bien en anglais aussi. Oui. Donc, je n'ai pas d'objection à ce que un jour, je pense à écrire en anglais. OK. OK. Que pensez-vous des ONG occidentales qui soutiennent toujours la création de nombreux parcs et réserves en Afrique avec l'expulsion conséquente des habitants indigènes de la forêt qui ont une riche expérience dans la gestion de leur forêt, comme vous le savez déjà, bien plus que moi. Et parce que dans vos essais tels que la conservation forestière en Afrique centrale, et vous relevez que certains de vos adversaires ou opposants vous avez même accusé d'avoir mené des Américains via CARPE USAID vers des territoires réservés à d'autres nations occidentales. Et là, on peut lire implicitement peut-être la France pour la sous-région Afrique centrale. Actuellement, quel lien pouvez-vous donc établir entre les ONG internationales et le néocolonialisme et l'impérialisme vert, ce qu'on appelle en anglais green imperialism? D'abord, vous utilisez un certain nombre de concepts que j'ai utilisés par le passé, mais que je n'utilise plus maintenant. Okay. Il y a d'abord ceci, il faut le dire, c'est que les ONG, tout comme les autres corps sociaux, les ONG ne sont pas plus morales que les autres. Oui. On nous trouve de tout. Il y a du bon, il y a aussi du mauvais. Vous comprenez? Exactement. Donc, un peu partout, c'est comme ça. Bien. Maintenant, je ne voudrais pas aussi dire ceci que ces ONG, toutes, ne se comportent pas comme sont comportés des colons ou se comportent les néocolons. Non, je ne le dis pas. Il y a des individus au sein de certains corps sociaux qui se comportent mal. Et que vous soyez du nord ou du sud, vous pouvez les reconnaître et les critiquer, les combattre. Vous comprenez? Il faut les combattre comme tels. Bon, maintenant, il y a un fait. C'est que dans ce qu'on est en train de faire, on est dans un combat permanent. Combat pour faire passer ses idées. Il faut combattre. Oui. Et ce combat, nous le menons à tous les niveaux, même dans nos propres pays. On ne partage pas toujours les mêmes idées avec ceux qui dirigent les pays. Il faut le dire, même si dans certains pays, mais écoutez, le dire est associé à un acte qu'il ne faut pas faire. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais en tant qu'intellectuel, notre devoir, notre responsabilité, c'est de tirer nos peuples vers le haut, mais pas vers le bas. Oui. Il ne faut pas non plus accepter cette stagnation, surtout en Afrique centrale. Oui. Vous comprenez? Oui. Un peu ailleurs, il y a un peu plus de liberté en termes d'expression que dans ces pays du bassin du Congo. Ça, c'est connu, ce n'est pas nouveau. Tu vois? C'est peut-être lié aux cultures de ces peuples. Voilà. Donc, pour moi, que vous soyez, vous travaillez pour une ONG du Nord ou du Sud, il ne faut pas qu'il y ait opposition en termes trop idéologiques. C'est-à-dire que vous venez pour néocoloniser. Non, il ne s'agit pas de cela. Ensuite, pour revenir à une des remarques que vous avez faites au début,
l'expulsion des populations ou des peuples autochtones est interdite. Parce que ces gens sont restés là depuis des siècles, sinon des millénaires. Et si on a aujourd'hui ces forêts, c'est aussi grâce à ces gens. Donc, l'expulsion des populations pour créer des réserves, ça, c'est illégal, c'est illicite. Ça ne se justifie pas. Ça s'est fait pendant la colonisation, à une époque donnée. Ça s'est fait également immédiatement après la colonisation, à une époque donnée, dans un contexte donné. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens ne devraient plus accepter cela. Oui. Voilà. Il y en a beaucoup de règlements internationaux, de lois qui protègent les peuples autochtones. Exactement. Mais malheureusement, on trouve encore des situations parfois en Afrique centrale où ces gens sont repoussés de chez eux pour céder soit à l'exploitation du bois ou aux choses comme ça, peut-être aussi les pas. Mais c'est à nous à comprendre ces problèmes-là et évoluer. Ouais. Nous avons notre part de responsabilité. Voilà. Merci bien. Et dans votre essai Domination et résistance de l'Afrique centrale, vous observez que certains écologistes, par exemple, vous citez le cas du conservateur du Parc national de Solanga en 2002, qui se livrait secrètement à la collecte des échantillons et spécimens de flore et de faune pour les chercheurs occidentaux. Et vous dénoncez également une situation similaire dans votre roman Les marchands du développement durable. Pouvez-vous nous en éclairer davantage sur cette question? Oui, disons qu'un peu partout, quand vous laissez les gens libres de leurs actions, ils font ce qu'ils veulent. D'une manière générale, les gens travaillent pour leurs intérêts, même si on dit à l'intérêt général. Vous comprenez? Donc, il y a des prélèvements qui peuvent être faits et des plantes, genre des plantes ou des spécimens de la faune, de la flore. Alors, ils les prélèvent et pour justifier leur exportation, ils disent, écoutez, il n'y a pas de laboratoire d'analyse approprié ou adéquat ou équipé. Mais ce n'est pas une raison valable. Plusieurs années après les indépendances, on peut bien, dans le cadre des projets, créer des structures d'analyse dans nos pays. Vous comprenez? Bon, mais cela se poursuit jusqu'à maintenant parce que tout simplement, nous avons des systèmes qui sont faibles, défaillants. C'est à nous. Nous devons nous accuser. Nous sommes responsables de cela. Vous voyez? Mais sinon, il y a aujourd'hui tout ce qu'il faut pour que des spécimens de la flore, de la faune puissent être analysés dans nos propres pays. Parce que nous avons les moyens financiers. Mais bien sûr. Bon, les moyens financiers, entre guillemets, parce que ces moyens sont mal utilisés ou utilisés de manière brouillonne. Mais sinon, qu'est-ce qui peut expliquer que dans même les écoles en Europe, partout où nous avons étudié, si par exemple, je prends l'exemple, nous avons à étudier les poissons aujourd'hui à l'école, mais dans le laboratoire, vous avez des poissons. Vous comprenez? Or, ici chez nous, mais si vous voulez étudier le poisson, vous n'en avez pas. On dessine au tableau noir. Voilà. On dessine au tableau. Voilà. Bien, ça c'est choquant quand même. Et ces pays-là sont partout. Vous comprenez? Ils vont sur la Lune, ils vont dans l'espace, et ils donnent à leurs étudiants les moyens pour l'étudier. Ici, même pour trouver, moi je ne sais pas, un petit crapaud pour disséquer, vous n'en avez pas dans les écoles. Vous comprenez? Donc, quelque part, il y a un problème. Où vont les moyens dont on parle? Ils ne vont pas à la Lune. Donc, il y a un problème de gestion des ressources. C'est ça. Les moyens sont là, mais il faut savoir les utiliser. Et même si
on vous en donnait, même si vous ne savez pas les utiliser, écoutez, vous n'allez pas investir là où il faut. Plutôt dans les spectacles, dans les défilés, dans, moi, je ne sais pas quoi, les vestes, les costumes. Ouais, ouais. Voilà. Donc, le problème au niveau de la gestion, la bonne gouvernance. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et on va, dans cette interview, aborder encore une fois de plus la question de la bonne gestion et de la gouvernance. Mais ça sera un peu plus tard. OK. Il y a une autre chose, une observation que je fais. Je voudrais avoir votre avis sur cela. Que pour moi, jusqu'à présent, je crois que le nombre des écrivains africains que j'ai lus sur l'environnement, je parle de la littérature, il y en a, la plupart conçoivent la nature juste en termes de la forêt et parfois la faune. Et je ne sais pas ce qui peut expliquer cela, parce que je voulais demander à votre avis, les écrivains du bassin de Congo semblent ne pas, pour la plupart, surtout ceux qui ont un background environnemental, écologique, semblent ne pas écrire des histoires où on trouve, par exemple, un arbre ou un animal, peut-être domestique ou sauvage, qui est un personnage central, par exemple. Mais ça dépend. Cela dit, d'abord, quand nous parlons de forêt, en tant qu'écosystème, il y a forcément l'homme. Oui. L'homme, la femme font partie de l'écosystème forêt. Oui. Donc, on ne peut pas parler de forêt sans ces êtres-là qui, quelque part, déterminent aussi ce que l'on fait des forêts et ce que l'on fera des forêts. Donc, un écosystème, c'est un tout. C'est un ensemble. C'est lié. Donc, il y a l'homme, il y a la femme, il y a les enfants, etc. Et il y a également ce que vous avez dit, les forêts, les arbres, et donc les arbres, le fleuve, la terre, les oiseaux. Tout ça, là, ça fait partie d'un ensemble. Bon, maintenant, il y a des choix à faire. Ça dépend de ce que vous voulez faire, normalement. Je me rappelle au Cameroun, quand j'y étais, il y a un prêtre qui travaillait avec les pygmées vers Lomier et qui m'a donné un livre, un gros livre, c'était pour qu'on le publie. Mais malheureusement, on n'a pas trouvé un éditeur. Mais ce livre-là, les acteurs centraux, ce sont les pygmées. Vous comprenez? C'était sur les savoirs de ces pygmées. Mais c'est un prêtre, il était, je pense, bien français, il n'a fait que faire le rapportage. Mais les auteurs, les vrais auteurs de cet ouvrage, c'était les pygmées. Voilà, j'ai le livre ici, mais c'est en brouillon. Ça n'a jamais été publié parce que faute d'éditeur. Oh là là. Et c'était en quelle langue? En français ou en anglais? C'est en français, en français. OK. Mais quoi que ce soit, je crois je vais vous aider à chercher un éditeur pour ce livre-là. Ah, mais il y a longtemps, hein, je pense que d'abord, il faut qu'on retrouve le traducteur, ou c'est-à-dire que le prêtre là, pour qu'il actualise si c'est nécessaire. Oui. Ça date des années 95. 95. Ouais. C'est en 95 qu'il me l'a donné. OK. Et vous êtes encore en contact avec lui? On peut le retrouver. OK, oui. À travers leur confrérie. OK. Donc, c'est une chose on va voir comment le suivre. Donc, pour revenir à votre question, je dirais ceci. Il y a des auteurs, il y a des écrivains qui font des choix. Le choix, par exemple, de traiter ou de parler, par exemple, d'un arbre bien donné ou bien d'une forêt bien particulière. Mais, au centre de tout, si vous voulez, vous pouvez écrire, par exemple, les peuples qui vivent des forêts. Voilà, qui sont de la forêt. Tout cela relève du choix personnel de l'écrivain. Oui, personnel. Ouais. OK. Je constate aussi
qu'il y a plus d'attention portée sur la protection et la conservation du domaine forestier, mais dans les écrits littéraires. L'Afrique centrale ou de l'Afrique, presque en général, mais bon, avec quelques exceptions. Mais il y a peu d'attention portée sur le changement climatique. Sur quoi? Sur le changement climatique. Ah. Ouais. Bon, c'est vrai. C'est vrai. D'abord parce que l'impact, c'est vrai, il y a l'impact des changements climatiques dans nos pays. Peut-être que le thème est encore trop... a besoin d'être mûri. Oui. Ouais, avant de l'aborder par les écrivains. Ouais. Mais nous parlons là des écrivains de notre sous-région. Hein? Oui. Ouais, je pense que le thème est encore neuf. On a besoin d'un peu plus de recul. Oui. Ouais, ouais. OK. Et dans votre roman Les Marchands du développement durable, vous décrivez à quel point les décisions prises en matière de conservation, c'est-à-dire sans impliquer les populations locales, mènent à la résistance et à l'échec. En tant qu'expert doté d'une expérience impressionnante en matière de conservation, que pensez-vous de l'inclusion ou de l'inclusion superficielle des peuples autochtones comme les Pygmées Baka dans la prise de décisions relatives à la conservation des ressources forestières? Bon, d'abord, il faut reconnaître une chose, c'est un fait. Oui. Ce sont ceux qui sont forts qui dominent. C'est peut-être immoral quelque part, mais c'est ça la réalité dans le monde. Oui. Vous allez considérer la Banque mondiale, vous allez considérer même les gouvernants dans ces pays-ci. Bon, ce sont ceux qui sont plus forts qui imposent leurs décisions. Et parfois même sans considération des avis des autres parties prenantes. Oui. Aujourd'hui, on parle de démocratie ou démocratisation. Pourquoi? C'est un mouvement qui est né du fait que les régimes forts, dits forts entre guillemets, où les décisions prises de manière unilatérale n'ont pas toujours donné des solutions ou créé des situations satisfaisantes. Il faut changer de perspective. Il faut une nouvelle gouvernance. Et quand nous parlons de gouvernance, ça ne renvoie pas seulement aux gouvernants, aux décideurs, non, à toutes les parties prenantes. Oui. Toutes les parties prenantes doivent avoir voix au registre, participer à la prise de décision, participer à la gestion des biens communs. Donc, même si tu es faible, vous avez voix au chapitre. Oui. Où vous pouvez et vous devriez vous exprimer. Mais il faut dire que la réalité est encore loin de ce que je viens de dire là. Il y a un décalage entre les mots qui sont prononcés par certains et leurs actes. Oui. Ça veut dire quoi, démocratie dans ces pays? Rien du tout. Un mot vide. Vous comprenez? Donc, maintenant, dans la gestion des forêts, ce qui est clair, mais les propriétaires, ce sont ceux qui y habitent. Oui. Et vous ne pouvez pas aller là-bas, parler, gérer forêt, sans considération de ce qu'ils veulent. Donc, à mon avis, pas à mon avis, c'est de l'avis général, hein, il faut le dire comme ça, on devrait faire que tous les peuples autochtones participent à la gestion commune de la forêt. On ne peut pas gérer la forêt sans ces gens-là. Vous comprenez? Oui. Et c'est très important. Oui. Moi, je ne peux pas aller aux États-Unis et imposer des lois aux États-Unis.
C'est pas possible. C'est inimaginable. Voilà, on peut même pas imaginer cela. Donc, nous aussi, faisons la même chose. Et on ne devrait pas accepter que les gens viennent de l'extérieur pour imposer leur façon de faire. Les techniques, on peut les partager. Oui. Il y a des technologies, il y a des savoir-faire qui sont nécessaires. Moi, je n'ai pas d'objection à cela. Mais imposer des choses contre la volonté des populations qui sont là depuis longtemps, moi, je trouve que c'est un non-sens. Oui. C'est immoral. Tout à fait. Tout à fait. Et dans votre essai Domination et résistance de l'Afrique centrale, vous vous êtes demandé comment nous pourrions promouvoir les fonctions de la forêt du bassin du Congo, les mythes et les gens qui la lient à tous les peuples d'Afrique centrale et comment utiliser ceci pour favoriser l'intégration régionale. Vous avez soulevé des préoccupations similaires dans gestion des forêts d'Afrique centrale avec ou sans les concernés. Avez-vous déjà trouvé des réponses à ces questions? Que pensez-vous de la littérature et de l'art à cet égard? Non, je dirais non. Je le pense non. On a juste des pistes de réflexion. On réfléchit, on pose les questions, on veut trouver des solutions, on veut inviter les autres à participer à la recherche des solutions. Parce que ce n'est pas seulement une seule personne. Ça. Les solutions les meilleures sont communes. Oui. Les solutions les meilleures sont partagées. On invite à cela. Bon, maintenant, la littérature, oui. La littérature, d'une manière générale, parce qu'il y a plusieurs gens à l'intérieur, doit contribuer. Ne fût-ce que par le rêve. Pas faire véhiculer un certain nombre de messages. La littérature doit apporter sa brique à la construction, à la gestion durable de nos forêts et de nos pays d'une manière générale. Donc, cela doit commencer par les écoles aussi et dans les écoles. Très tôt, il faut former les jeunes à la lecture. Très tôt, il faut former les jeunes à avoir des idées positives sur les forêts, sur le monde qui les entoure. Vous comprenez? Il n'y a pas... Bon, la musique, c'est vrai, moi, je ne sais pas, du point de vue historique, culturel, on écoute plus la musique qu'on ne lit. Mais on ne devrait pas se limiter à cela. Oui. Parce qu'on fermait toute une population, tout un peuple dans ces boum-boum-là. Encore que cette musique, actuellement, ce n'est pas... on n'a pas les paroles qui sont réfléchies. Mais on a tout pour le commerce. Vous comprenez un peu? Pour vendre les femmes, les marchés, la prostitution, etc. Et beaucoup moins pour l'avenir. Il y a eu, bien sûr, sur le coronavirus, pour lutter, quelques messages qu'on a essayé de faire passer. C'est très bien. Mais c'est ponctuel. Il n'y a pas que cela. Il faut d'autres messages beaucoup plus forts qui accompagnent aussi la littérature dans la construction de nos pays, dans la lutte contre les dérives des jeunes. Vous comprenez un peu? Exactement. Donc, la littérature a sa place et devrait avoir une place beaucoup plus importante. Oui. Merci beaucoup. Parce que moi-même, j'allais ajouter à cela que j'observe, je constate qu'il y en a des institutions, certains qui sont même qui relèvent même de l'ONU, qui semblent déjà accepter comme fait accompli que dans cette sous-région ou en Afrique, les gens écoutent beaucoup plus la musique que la lecture parce que de plus en plus, on les voit s'associer à des musiques, avec des musiciens pour des campagnes de X ou de Y pour lutter contre X ou Y. Pour promouvoir la cause de la petite enfance ou de la femme, etc. Mais je crois que les institutions, que cela soit national ou international ou continental, devraient aussi associer d'une manière concrète la littérature dans ces domaines-là. Et surtout même au niveau des programmes scolaires, comme vous venez de le dire. Je constate même qu'il y a peu de programmes scolaires au niveau secondaire dans notre sous-région qui intègrent bien la question environnementale par le biais de la littérature, par exemple.
Oui, tu as raison, c'est un fait, c'est un fait. Je pense qu'il y a des efforts à faire et il faut que tout le monde fasse ces efforts-là, que vous soyez dans les institutions spécialisées des Nations Unies ou non. Bon, il y a également peut-être hein, un signe de temps, parce que vous savez que le Congo, le Cameroun, la RDC, bon, on a beaucoup d'écrivains dans nos pays, dans cette partie du monde. Il y a, c'est reconnu hein, un peu partout, même quand vous êtes au Sénégal. On va vous dire, mais écoutez, au Congo, ben, c'est un bassin pour les écrivains. C'est vrai. Donc, il y a déjà cette prédisposition qui existe chez des Congolais, chez des Camerounais à écrire. C'est bien. Donc, il faut cultiver cela. Malheureusement, ce que je dis, apparemment, semble appartenir à une époque. Mais il faut faire vivre cela pour l'avenir. Vous savez, il y a des nations comme la Russie, la France et les autres. Mais pourquoi ces nations existent? C'est à cause de la littérature. Le ciment, c'est la littérature. On s'identifie à Victor Hugo. Vous comprenez? On s'identifie à tel ou tel écrivain. À Shakespeare. Voilà, par exemple, Shakespeare, etc. Ouais, Pushkin et le reste. Mais dans nos pays, à qui? Bon, il y a les politiques qui semblent dominer tout, mais ça, c'est faux. C'est faux, oui. OK. Autre question, parce qu'il y a des gens qui m'attendent là déjà. Ah, OK, oui, on tire vers la fin. On va passer. OK. Oui. Donc, dans la conclusion de conservation forestière en Afrique centrale et politique internationale, le processus de Brazzaville en échec, vous écrivez que pour l'Afrique centrale, le problème est de savoir ce qu'elle veut et ce qu'elle peut faire pour tirer des gains de la productivité forestière et améliorer les conditions de vie de sa population. Et que la répétition de difficultés identiques depuis tant des années permet à de nombreux Africains du centre de devenir plus expérimentés et plus efficaces dans le travail orienté vers ces objectifs. Pourrait-on dire que malgré que c'est fini en échec, le processus de Brazzaville, pourrons-nous dire que la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, est née de ce processus échoué? Et pensez-vous que la COMIFAC est capable de résoudre les problèmes de la gestion forestière de l'Afrique centrale? Bon, c'est une très bonne question. D'abord, le processus de Brazzaville, qui l'a lancé, c'est moi. Oui. Bon, c'est moi qui suis à l'origine un peu de ce processus quelque part. Pas comme tel. J'ai lancé une conférence à Brazzaville en 1996 et les gens, les participants à cette conférence ont pensé qu'il fallait lancer un processus. Oui. Donc, ça leur appartient quelque part. Bon, quant à la COMIFAC, le problème qui s'est posé, c'est que pour abattre celui qui avait lancé le projet de Brazzaville, il faut mettre en avant la COMIFAC. Vous avez compris? Au départ, c'est ça le problème. Hein? OK, donc ça veut dire qu'à l'époque... Mais c'était le combat un peu contre un individu. Malheureusement, c'est ça ce qui se passe en Afrique. Voilà pourquoi aussi il y a les scorpions du Congo. Vous comprenez? Vous lancez un processus, au lieu que tout le monde rame ou travaille à ce que ce processus aboutisse dans les résultats, on a quoi? Un combat contre celui qui a lancé le processus. Et parfois, ça tourne tout autour des biens matériels. Donc pour moi, le processus de Brazzaville, c'était d'abord un rêve. Un rêve d'un jeune qui est sorti de l'école et qui pensait qu'on pouvait, au niveau de l'Afrique centrale, avoir une voix dans le domaine des forêts. Et je me suis exprimé par rapport à cela. J'ai mobilisé des ressources par rapport à cela. Mais malheureusement, le monde est fait de façon que quand vous avancez, on cherche à vous couper les jambes. Bon, il y a eu d'abord le VVF qui a pensé qu'il lui fallait un processus similaire alors qu'il y avait déjà le processus de Brazzaville. On n'avait pas besoin de doublons. Donc, on va prendre le prince Charles, organiser une conférence à Yaoundé avec le prince Charles, les ministres ou bien les chefs d'État, etc. Parce que avec le processus de Brazzaville, c'était les ministres
Cette fois-ci, on pense qu'il faut associer les chefs d'État. Oui. Vous comprenez? Oui. D'où la déclaration de 99 à Yaoundé. J'y étais. Donc, voilà. Donc, on a d'abord un combat. Et à ce niveau, on a affaire pas à des gens qui rêvent de quelque chose, mais à des technocrates, à des gens qui sont là, soit pour être un canal pour les institutions internationales qui veulent faire passer leurs propres idées, mais pas les idées de la sous-région. Pour moi, je peux le dire de manière claire, au sein de la Comifac, il n'y a pas idée de la sous-région. Il y a des donateurs qui s'expriment à travers ce moyen qui a été utilisé. Bon, je ne suis pas contre. Mais le processus de Braille, je l'ai combattu, c'est parce que je voulais au départ faire passer les idées de la sous-région, pas les miennes. Mais j'ai été combattu même par ceux qui se disent aujourd'hui de la conservation ou bien qui parlent du développement de l'Afrique centrale. Ils sont des menteurs, tout simplement, il faut le dire comme ça. Et ils sont nombreux, on les reconnaît. Ouais, mais écoutez, les jeunes, on peut les tromper, mais pas les adultes. Merci. Bien, allez-y, on va vers la fin parce qu'il y a des gens qui m'attendent. Très rapidement. Oui, croyez-vous que l'Afrique et surtout l'Afrique centrale doit repenser son modèle de développement? Parce qu'il y a ce débat global sur le fait que le capitalisme n'est pas compatible avec la conservation de la nature, la préservation des ressources naturelles et surtout quand on pense... Non, je ne poserai pas le problème en ces termes entre compatibilité, capitalisme et conservation de la nature, non. Vous voyez, même des rois, des despotes éclairés, ont créé des réserves, ont travaillé à la conservation dans certains pays et pour leur pays. Je pense à la Russie. À l'époque, c'était les Tsars. Ils ont créé des réserves. Peut-être pas avec les mêmes vocations, pas avec les mêmes objectifs. Donc, même en France, les rois ont travaillé quelque part à la conservation. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas lié au régime comme tel. Bon, maintenant, pour revenir à l'Afrique centrale, le problème en Afrique centrale, est-ce que nous sommes capables, nous, de mener une réflexion d'ensemble et de la faire aboutir? Vous êtes du Cameroun, j'ai recruté des ministres camerounais pour travailler à la conservation. Je les ai recrutés quand ils n'étaient plus ministres. Mais c'est des gens qui ont été utilisés, des instruments pour ces forces extérieures, pour travailler contre ce qu'on faisait. Oui, le processus. Et c'est la réalité. Est-ce que les Africains sont capables eux-mêmes de mener une réflexion commune? C'est ça le problème. Vous voulez faire quelque chose, on commence à vous tuer. C'est ça, c'est triste. C'est là le problème. Et on peut aller plus loin. Dans les petits villages, j'étais au nord du Cameroun et je me suis dit, mais à l'époque, hein, pas maintenant, à Maroua, mais pourquoi il n'y a pas de maison à étage? On dit, mais ici, c'est interdit de construire à plusieurs niveaux. Parce que vous allez voir la cour du voisin où il y a des femmes à l'intérieur. Vous comprenez? Déjà, le progrès, les gens sont contre le progrès, de par leur nature. Donc, il faut des évolutions internes d'abord, parce que ce développement doit être endogène. Or, nous nous combattons tout le temps. Il y a une bonne idée que vous lancez, au lieu de travailler à ce que l'idée se réalise, et vous travaillez contre l'idée, et vous êtes une proie facile. Une proie que les autres peuvent accepter. Ah, ma batterie est faible déjà. Hein? Ok. Donc, voilà. Je vais vous donner je vais résumer le reste des questions en quelques mots. Vous pouvez faire rapidement et là, on passe dessus. J'aimerais que vous dites que pensez-vous que la corruption et la malgouvernance dictature apportent ou comment ces fléaux-là freinent la conservation de la nature. Et l'autre chose, c'est... Bon, on va esquiver la question. Bon, ça sont des lieux communs. Hein? La corruption est une menace. La corruption, tout le monde en parle. Même ceux qui sont corrompus parlent de la corruption. C'est ça le problème. C'est ça. Ils créent des institutions anti-corruption. Et qui deviennent eux-mêmes corrompus. Corrompus. Le problème est là.
Soyons intègres, soyons conséquents. On ne le fait pas pour le public. Il y a aujourd'hui d'actualité un problème. Il y a le coronavirus, il y a cette pandémie, c'est un problème. Vous êtes d'accord avec moi? On veut lutter contre le coronavirus. Je prends un exemple. Hein? Mais quand vous voyez le coronavirus, c'est un problème de santé publique. Mais marchez dans Brazzaville, vous allez voir les restaurants en plein air, les excréments partout. Il y a les, comment on appelle ça, le bruit partout. Mais tout ça sont des problèmes de santé publique. Ça nuit aussi à l'homme. Pourquoi les mêmes mesures ne sont pas prises? Alors que le coronavirus tue combien? On nous parle, moi je ne sais pas plus de 1000 personnes. Mais le paludisme, ces problèmes de santé tuent plus. Donc c'est conséquent. Mais ça sont des problèmes qui ne dépendent pas d'un gouvernant. Non, de tout le monde. Et ici, le mot gouvernance doit être approprié, doit être employé. Parce que la gouvernance renvoie aussi aux actes de tous les citoyens, de toutes les parties prenantes. Appliquons les normes, les dispositifs les plus élémentaires. Et il y aura un mieux-être pour tout le monde. Bien, merci beaucoup. Je regrette, on aura notre temps pour bavarder encore. Je remercie pour cet entretien. Oui, merci beaucoup. Et je vous souhaite plein succès dans votre travail pour vos études. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Je suis reconnaissant et on va trouver le temps pour bavarder, bien sûr, même d'une manière. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, je suis reconnaissant. Merci beaucoup. OK, au revoir. Merci. Bonne journée.